Mais qui aurait pu penser que ce duo allait lancer le bull run des cryptos? Bienvenue à toutes et à tous les amis dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. On se retrouve ce matin pour un nouveau point de marché matinal avec pas mal de choses à dire, pas mal de choses à voir, que ce soit d'un point de vue technique, d'un point de vue macroéconomique ou même en termes d'actualité. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et bien évidemment à nous rejoindre dans le serveur Discord. Vous avez tous les liens en bio et en description, c'est là-bas que tout se passe. Et oui, le sujet principal d'aujourd'hui, ça va être Donald Trump et Jérôme Powell. Ce sont les deux protagonistes aujourd'hui qui ont le plus d'impact sur les marchés financiers et notamment sur le marché de crypto. On va commencer évidemment par Donald Trump qui, vous savez, a subi une tentative d'assassinat ce week-end. Tentative qui a immédiatement entraîné une réaction sur le cours du Bitcoin, comme vous le voyez à l'instant. Et puis, au-delà de ce qui s'est passé dans les minutes qui ont suivi, depuis cette tentative d'assassinat, Bitcoin a réintégré la structure des 59-60 000 dollars et donc le range daily qu'il avait mis en place depuis le mois de mars dernier. C'est évidemment un signal bullish, encourageant, surtout qu'on sait que Trump aujourd'hui a explosé dans les sondages, a de très très grosses probabilités de gagner les élections. Le truc, c'est que Trump, il est pro-crypto et ça, c'est quelque chose qui peut être très très intéressant. Et alors pourquoi Jérôme Powell? Vous allez me dire pourquoi Jérôme Powell, lui, peut justement lancer le bull run des cryptos? Eh bien parce qu'il s'est exprimé hier en nous disant très clairement que la Fed n'attendrait pas que l'inflation revienne sous les 2% pour commencer à baisser les taux. Les probabilités donc d'une baisse de taux pour le FOMC à la rentrée du 18 septembre ont totalement explosé et aujourd'hui on a quasiment 90% de probabilité d'avoir une première baisse de taux au mois de septembre. Je le précise bien, évidemment, il n'y en aura pas le 31 juillet prochain, ou alors vraiment c'est très 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 peu probable que la Fed se mette à baisser ses taux en plein été, d'accord? Mais par contre, on peut envisager le début du pivot de la Fed à partir de la rentrée. Et ça, c'est quelque chose de très encourageant. Parce que qui dit pivot de la Fed, qui dit baisse des taux, dit un repli du dollar américain qui est déjà en train de se replier depuis plusieurs jours, semaines maintenant, étant donné qu'on a un certain nombre de datas qui sont déflationnistes. Qui dit un dollar qui se replie, des taux d'intérêt qui baissent, une politique monétaire donc plus accommodante. Eh bien, ça veut dire des classes d'actifs risqués comme les cryptos, comme les actions, comme certaines matières premières qui vont prendre de la valeur, qui vont tout simplement monter. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que Jérôme Powell et Donald Trump étaient les deux protagonistes qui aujourd'hui vont peut-être lancer le bull run des cryptos. D'accord? Alors, on va se recentrer un petit peu plus et on va se remettre dans l'ordre des choses. Justement, en parlant de Donald Trump, quelques petites actualités à son sujet et notamment vis-à-vis de ses entreprises. Puisqu'on a les actions de Trump Media and Technology qui ont totalement explosé depuis justement la tentative d'assassinat. On est sur une hausse de quasiment 50%, ce qui est quand même pas anodin. Et alors une autre bonne nouvelle aussi pour les cryptos, c'est que Donald Trump, il a choisi son futur vice-président. Donc c'est Monsieur Vance. Et ce qui est top, c'est que ce monsieur, il est aussi pro-crypto. Et il a déjà montré son intérêt financier, mais aussi en termes de conviction pour les crypto-monnaies depuis plusieurs mois et plusieurs années maintenant. Donc on a vraiment un cocktail d'éléments qui sont favorables pour le développement des cryptos. D'accord? On peut espérer que, avec le gouvernement Trump, on ait un environnement pour l'écosystème crypto qui soit beaucoup plus favorable et beaucoup plus encourageant. Ok? Alors d'autres petites actualités, toujours du côté de crypto, on a les ETF spot Ethereum qui devraient être listés le 23 juillet prochain, donc en gros dans une semaine. Ce sont les dernières estimations des analystes, et notamment de monsieur Eric Balchunas, donc l'expert ETF de chez Bloomberg, qui nous dit que voilà, normalement, si tout se passe bien, ça devrait être dans une semaine. Et donc c'est quelque chose forcément là aussi de positif. Ça se rajoute au cocktail que l'on a en ce moment, parce que listing des ETF spot Ethereum, ça veut dire des entrées d'argent, un inflow assez important justement sur Ethereum. Donc c'est quelque chose évidemment de positif. Et puis on termine sur une dernière actualité liée justement aux ETF, puisque BlackRock a atteint un nouveau record de 10,6 trillions
de dollars en actifs sous gestion, ce qui fait de BlackRock bien tout simplement le plus gros fonds d'investissement, le plus gros gestionnaire d'actifs au monde. C'est absolument délirant. Alors évidemment, les ETF spot Bitcoin ont participé aussi ces derniers mois à ce nouveau record, hein, puisque on a forcément eu de grosses entrées d'argent bien justement sur les ETF spot Bitcoin ces derniers mois. Mais c'est pour vous dire vraiment à quel point BlackRock est important sur les marchés, à quel point BlackRock a du poids dans l'économie mondiale. Alors, c'est pas forcément une très bonne nouvelle qu'une seule et même institution, parce qu'on peut parler ici d'institution, ait autant de poids au sein d'une économie. Mais force est de constater que c'est la réalité des choses et c'est comme ça que le marché fonctionne d'une certaine manière. D'accord? Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire en termes d'actualité. Pour rester toujours sur les ETF, justement, les ETF spot Bitcoin en ce moment qui retrouvent, j'ai envie de vous dire, de leur couleur. On avait eu des sorties nettes il y a quelques semaines et puis on avait eu un petit peu de mal à repartir dans le vert. Là, on sent vraiment, depuis un peu plus d'une semaine maintenant, un gros retour de l'intérêt et des entrées, du coup, sur les ETF. Alors ça s'explique aussi par le fait que tout simplement le marché soit venu corriger. Hein. Je vous rappelle qu'on est venu chercher 53-54 000 $. Donc forcément, c'était des prix d'entrée qui ont été jugés intéressants par les investisseurs et par les institutionnels. Donc, on a eu des entrées assez importantes. Alors, on reste encore assez éloigné des grosses journées qu'on avait eues au mois de mars et au mois de juin. Mais on enchaîne quand même de belles journées. Et ça, c'est vraiment très encourageant pour la suite. Alors, je vous en parlais tout à l'heure, justement, Bitcoin, effectivement, est venu chercher aux alentours des 54 000 $, ce qui nous a permis de récupérer pas mal de liquidités, de refermer un bon niveau. Voilà, on avait dit que tant qu'on ne réintégrait pas les 59-60 000 $, il y avait plus de probabilité de revenir chercher plutôt les 51. Sauf qu'il y a eu la news, il y a eu la tentative d'assassinat dont on a parlé tout à l'heure. Et c'est pour vous montrer à quel point le marché peut des fois être très irrationnel, peut des fois se retourner d'une manière fulgurante alors que personne s'y attendait. Et c'est généralement justement lorsque personne s'attend à quelque chose qu'il se passe une chose justement inattendue. Donc là effectivement on a changé de situation. Moi je vous avais bien expliqué que à partir du moment où on allait réintégrer la zone des 59 000, 60 000 $, ça allait être bullish, ça allait être haussier pour la suite. Alors là idéalement, pour vraiment confirmer la réintégration, parce que c'est quand même un mouvement qui est créé par des news. Et des news qui normalement ne concernent pas directement le marché crypto. Donc il faut faire attention à ça. Mais idéalement, ce qu'il faudrait, c'est tout simplement venir faire un retest des 60 000 $ avant de repartir vers le haut. Un petit peu en fait, si vous voulez, comme ce qu'on avait fait au mois d'avril. Enfin, fin avril, début mai. Hop, on était venu faire une déviation, on avait réintégré, on avait fait un retest et après on était reparti vers le haut. Là, idéalement, ce qu'il faudrait, c'est qu'on ait la même chose. Alors, effectivement, l'objectif désormais va être de venir chercher le haut du range, les anciens ATH, aux alentours des 74 000 $. Maintenant, il faut bien comprendre que c'est pas parce que effectivement là on a un cocktail positif et encourageant qu'on va tout de suite aller chercher de nouveaux ATH. Peut-être qu'on va être bloqué, on va être rejeté sur le haut du range à nouveau et qu'il faudra patienter encore quelques semaines avant de vraiment voir le marché se déclencher. Donc prudence déjà vis-à-vis de ce premier point. Et puis le deuxième point qu'il ne faut pas oublier quand même, c'est que la structure en 4 heures qu'on avait mis en place semaine dernière avant qu'on ait la tentative d'assassinat sur Trump, déjà je vous disais qu'elle n'était pas très clean. Et elle n'est pas parfaite, effectivement. On a laissé pas mal de l'eau, pas mal de liquidité sur ces niveaux. Donc attention à ça aussi. C'est pas impossible qu'on ait un flash crash avant de repartir à la hausse aussi. D'accord? Donc soyez prudents. Si vous tradez avec effet de levier, faites attention à vos stop loss. Faites attention à votre risk management. C'est très très important. Alors vous allez me dire, toi Alex, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? C'est simple. J'ai profité des opportunités qu'on a eues sur le marché lorsque le Bitcoin est revenu vers les 54 000 $. J'en ai profité pour me repositionner et pour acheter. Donc là, c'est simple. Je suis dans des trades à l'achat. La quasi-totalité de mes positions sont dans le vert. Là, je parle bien en termes de trading, même si c'est le cas aussi sur du spot, mais c'est pas le sujet, c'est pas mon point actuellement. Donc, j'ai profité des opportunités et là, je laisse courir mes gains. Pour le moment, je laisse courir mes gains. Sans doute au moins jusqu'aux objectifs de haut de range, voire plus haut si jamais je vois vraiment un momentum et un flux haussier particulièrement intéressant sur Bitcoin. Ce qui est pour le moment le cas, mais ce qui est insuffisant pour moi pour le moment. Ok ? Alors, il n'y a pas que sur BTC qu'on a eu de belles choses, c'était le cas aussi sur Ethereum.
D'accord. Ether, il nous a proposé aussi un très très beau rebond. Il est repassé au-dessus des 3300 $. Là, ce matin, il s'est attaqué à un niveau intéressant, mais en fait, c'est un peu le même problème que sur BTC. C'est que là aussi, on a une structure haussière qui s'est mise en place, mais qui n'est pas clean, sur laquelle on a laissé de la liquidité. Et puis d'ailleurs, de toute façon, vous voyez que pour le moment, ce matin, Ether a été rejeté par ce premier niveau de polarité. Donc de toute façon, on n'est pas encore rendu à aller chercher tout de suite plus haut. Et puis Ether, il reste toujours un petit peu freiné par rapport à Bitcoin. On voit bien que sur la paire Ether-BTC, on a du mal à vraiment rebondir, à être explosif avec de l'intensité sur ce niveau en weekly. Et ça s'explique tout à fait logiquement par le fait que la dominance de Bitcoin reste particulièrement élevée pour le moment. On est toujours autour des 55%. Alors oui, elle n'augmente plus, mais elle ne baisse pas non plus. Et puis du côté des altcoins, c'est pareil. On a eu aussi de très très belles choses sur le Solana, sur le DOT, sur INJ qui est repassé au-dessus des 23 $. On a eu aussi le BNB qui est venu réintégrer les 550 $. On a le Link qui nous propose un très très beau rebond et qui repasse au-dessus des 14 $. On a le Tao qui se redirige vers les 300 $. Donc des opportunités sur les alts, il y en a eu plein. On vous les a toutes partagées en détail dans le serveur Discord de manière approfondie et professionnelle. Donc vous ne pouvez pas dire que vous ne saviez pas, puisque tout vous avait été partagé. Donc là, j'ai envie de vous dire, normalement, vous êtes en train un petit peu de vous régaler. En tout cas, vous commencez à vous régaler si tout se passe bien. Voilà donc ce que je pouvais vous dire du côté du marché crypto. En termes de data purement d'order flow ce matin, naturellement, on voit que l'open interest est particulièrement bien monté ces dernières heures et ces derniers jours. C'est logique, on a eu beaucoup de positions qui ont été ouvertes. Les CVD sont aussi en hausse et sur un delta positif, c'est logique. Et les fundings sont repartis à l'hausse. Et puis je viens de penser à quelque chose, c'est vrai que j'aurais dû vous dire dès le début, quand je vous parlais de ce fameux cocktail. Ok ? Le cocktail, Trump, ETF, Powell, baisse des taux, etc. Mais en fait, il y a un autre élément aussi qui vient s'ajouter dans ce cocktail. C'est quoi ? C'est le fait que le gouvernement allemand a vidé son wallet. Le gouvernement allemand a vendu tous ses bitcoins. Et ça, on sait que c'était quand même un élément qui crée une certaine pression vendeuse, une certaine pression baissière. Alors attention, il reste tout de même les remboursements de MTGOX, mais pour moi, en fait, le FUD est passé. Ce qui a créé la pression baissière vis-à-vis de MTGOX, c'est la psychologie. Et je ne suis pas sûr que même au moment où ils vont commencer à faire des remboursements, ça recrée justement une pression vendeuse. Maintenant, il va falloir rester prudent quand même vis-à-vis de tout ça. Bref, comme je vous le disais, on va désormais pouvoir passer du côté des marchés financiers traditionnels. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, le dollar américain qui s'est replié de manière significative ces dernières semaines. Logique étant donné les datas déflationnistes que l'on a eues ces dernières semaines. Et d'ailleurs, Jérôme Powell, je vous le disais, l'a très très bien rappelé hier en disant qu'il y avait eu des données encourageantes vis-à-vis de l'inflation qui renforçaient la confiance de la Fed vis-à-vis du fait que l'inflation allait revenir sous les 2%. Ce qui explique pourquoi effectivement aussi la Fed ne va pas attendre que l'inflation revienne sous les 2% pour commencer à baisser ses taux. Maintenant, il va falloir rester prudent et de toute façon, on aura un certain nombre de réponses à nouveau cette semaine avec certaines datas qui vont être assez importantes. Je pense notamment, par exemple, dès cet après-midi, aux ventes au détail et aux ventes au détail principales. Mais ça pourra être le cas demain aussi, par exemple, avec les résultats de la production industrielle ou encore avec le beige book de la Fed qui sera publié. On aura aussi jeudi, où on aura les inscriptions hebdomadaires au chômage et l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie qui viendront agrémenter un petit peu le contexte macroéconomique actuel aux États-Unis. Mais en fait, cette semaine, c'est pas tellement du côté américain qu'il va falloir être prudent et sur lequel on va avoir notre attention. C'est plutôt être du côté européen. Bah oui, parce que demain, on va avoir les chiffres de l'inflation qui vont être publiés dans la zone euro. Et puis surtout, jeudi, on aura la publication de la décision de la Banque Centrale Européenne sur ses taux d'intérêt. Et la BCE, comme un petit peu Madame Lagarde nous l'avait annoncé, elle ne va pas rebaisser ses taux. Elle l'a fait la dernière fois, elle a fait une première baisse de taux, mais elle ne va pas le refaire. Et là, elle va laisser ses taux stables à 4,25%. C'est d'ailleurs une façon de faire et une stratégie que la Fed va probablement adopter, elle aussi. Elle ne fera sans doute pas plusieurs baisses de taux consécutives. Ça sera sans doute un petit peu plus segmenté, un petit peu plus espacé. Alors, forcément, ces données macroéconomiques, elles vont nous intéresser, notamment de par notre position actuelle sur le cours du CAC 40. D'accord ? Je rappelle qu'on est toujours vendeur, étant donné l'instabilité politique qu'il y a en France. On n'a toujours pas de nouveau Premier ministre. Hier matin, il
Il y a eu des données du côté de la Chine qui, moi, me confortent dans mon scénario baissier sur le CAC 40, une baisse de la consommation en Chine. Le secteur du luxe français est directement impacté par ce genre de données, donc je reste dans ma position vendeuse. Mais ça va aussi nous intéresser vis-à-vis de ce que va faire le DAX, qu'on avait vendu pendant une bonne partie du mois de juin et du mois de juillet, et duquel on est sorti aujourd'hui. En fonction de ces données-là, soit on repartira sur de la vente, parce que la macro nous l'indique, soit finalement on va repartir sur la construction d'un scénario acheteur et d'un scénario haussier, parce que là, pas la macro, mais plutôt la technique nous l'indique. D'accord? Donc, il faut bien être conscient de cela. Donc, voilà. Évidemment, il faudra rester aussi prudent vis-à-vis du FTSE, donc l'indice britannique, cette semaine, puisqu'on aura notamment les résultats de l'inflation durant la semaine au Royaume-Uni. Inflation qui devrait d'ailleurs passer sous les 2%. Donc vraiment une situation économique qui s'améliore de manière assez significative au Royaume-Uni. Mais un FTSE qu'on attend toujours un petit peu plus bas sur ce niveau de liquidité à 8095 points environ. Zone sur laquelle éventuellement on pourra repartir à l'achat si on a une belle réaction. Sinon, il faudra attendre le bas de la zone de TE que vous voyez un petit peu tout simplement plus bas, vers les 7900 points pour repartir à l'achat. Et puis du côté des indices américains, on est venu chercher de nouveaux ATH sur le Dow, sur le S&P 500, sur le Nasdaq, qui restent dans des configurations particulièrement haussières pour le moment. Pour le moment, justement, je n'ai pas de scénario swing, donc 4 heures sur ces indices. Okay, je regarde un petit peu ce qu'ils font, mais de toute façon, on est dans un momentum qui est haussier. Je dirais qu'une stratégie qui peut être relativement intéressante à adopter, c'est tout simplement de profiter de certains replis pour essayer d'accompagner le mouvement haussier le plus loin possible. Mais nous, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on va se concentrer plutôt sur des prises de position à court terme, sur des petites unités de temps. Voilà, on va travailler plutôt sur du M15 durant les sessions US à l'OPR, sur le S&P, sur le NAS, sur le Dow, en fonction des opportunités qu'il y a, et pas forcément essayer de repartir sur des grosses positions swing pour le moment, parce que de toute façon, je pense que c'est pas forcément cohérent de le faire, étant donné le momentum actuel. Alors justement, je vous parlais de la stratégie achat sur repli, accompagnement de la tendance haussière. Vous savez que c'est exactement la stratégie qu'on a mise en place sur le gold. Et ça fonctionne très très bien, puisque force est de constater que l'or est de retour à plus de 2400 dollars aujourd'hui, 2400 points. Donc ce qui est évidemment une très très bonne nouvelle, étant donné justement la stratégie qu'on avait mise en place et étant donné les positions qu'on avait. Maintenant, moi j'ai récupéré quand même une bonne partie des profits qu'on a pu réaliser jusqu'à maintenant. Attention, là c'est pas du tout le moment d'acheter de l'or, ok, je parle à court terme, évidemment. Alors, vous allez me dire, dans ce cas-là, il faut le vendre. Non, pas forcément non plus. Je dirais qu'il faut être plutôt dans une position neutre, une position d'attente actuellement. Mais, par contre, effectivement, si on a une structure éventuellement de retournement qui était amenée à se mettre en place, alors moi, il y aurait un niveau qui m'intéresserait vraiment beaucoup. C'est celui-ci, aux alentours des 2348 points. On a une très 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 belle zone à venir chercher de leak qui se situe parfaitement sur les 618 de Fibonacci. Ok, mais c'est dans l'optique où on aurait la mise en place d'une structure de retournement sur des plus petites unités de temps, ce qui n'est absolument pas le cas pour le moment. Voilà pour le gold, et puis pour terminer sur les commodities, on a eu du coup une belle opportunité à nouveau qui s'est présentée sur le cours du pétrole, comme vous voyez ici, qui est venu rechercher nos prix d'entrée, qui nous a permis de nous repositionner tout simplement. Donc là, si vous êtes dessus, n'hésitez pas à sécuriser votre position avec TP partiel et SL ABE comme d'habitude. Voilà ce que je pouvais vous dire du coup pour ce petit tour d'horizon des marchés. Forcément, il y avait pas mal de petites choses à dire aujourd'hui, étant donné que ça faisait quelques jours qu'on s'était pas vu. Donc cet après-midi, on se retrouvera aussi en live. De toute façon, vous allez avoir pas mal de contenu avec moi et avec Théo aussi. Donc vous le voyez, dès 14h15 jusqu'à 21h ce soir. Donc il y aura de quoi faire cet après-midi. Donc pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à nous rejoindre dans le serveur Discord et bien évidemment à vous abonner. Sur ce, moi je vais vous souhaiter une très très bonne journée, une très très bonne semaine. Si vous avez des questions ou des retours à faire, n'hésitez pas justement à le faire dans les commentaires. Moi je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très vite. Ciao les amis, c'était Alex pour Blockchain Capital.